Bonjour à tous et bienvenue dans ce épisode EDB World. Aujourd'hui, on va parler du coaster de tous les records. Allez, c'est parti. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube, ainsi qu'à me suivre sur mon compte Instagram si vous souhaitez avoir du contenu supplémentaire. Pour ceux qui n'auraient pas suivi et qui s'étonnent d'avoir un décor différent d'habitude ou alors de voir un ancien décor, c'est le cas, hein. J'ai deux décors en réalité et je switch de l'un à l'autre selon où je me trouve, étant donné que je suis en alternance et que j'alterne entre l'école et l'entreprise. Ceci étant dit, du coup on a un décor qu'on retrouve un peu à l'ancienne. J'ai essayé de l'améliorer un petit peu, de me reculer un peu de la caméra et j'ai ajouté surtout un dessin qui est ici et je prends quelques secondes pour vous en parler parce qu'en fait c'est un abonné qui dans les commentaires m'a dit je fais des créations sur Displate et du coup j'en ai acheté un parce que je trouvais ça vraiment trop beau. Donc voilà, si ça vous intéresse, je mets le lien sous la vidéo, voilà, parce que franchement je trouve que c'est cool ce qu'il fait comme travail. Il n'est pas au courant d'ailleurs, donc quand il passe par là, il le verra et je pense qu'il sera content. Et du coup voilà, c'est un très beau dessin, si vous voulez, il en fait d'autres que voilà, j'apprécie beaucoup. Donc dans un décor on a ce que fait CoasterTube et ici on a ce que fait un abonné et je trouve ça plutôt cool. Avant de rentrer dans le vif du sujet et de s'intéresser à l'attraction qui est le sujet de cette vidéo, attardons-nous quelques instants sur le parc qui va l'accueillir. Il se nomme Six Flags Qiddiya et prendra place en Arabie Saoudite, non loin de Riyad. Et si je dis prendra place, c'est parce qu'à l'heure actuelle, en fait, il est en phase de construction. Six Flags est un groupe très connu qui s'occupe de la gestion de plusieurs parcs, notamment aux États-Unis, beaucoup de parcs d'ailleurs. Il fait partie des plus grands acteurs dans le domaine, mais à une époque, ils ont eu des parcs hors des États-Unis, notamment en Europe. Pour avoir l'histoire complète de ce groupe qui est Six Flags, je vous mets une vidéo en fiche parce que je l'ai déjà traité dans un ancien EDB World, mais il faut savoir qu'en fait, ils ont essayé à plusieurs reprises de sortir des États-Unis et généralement, ça s'est toujours soldé par un échec. L'exemple du rachat de plusieurs parcs européens est un bon exemple parce que quelques années après, ils sont tout simplement retirés de l'Europe parce que ça marchait pas comme ils voulaient. Un projet de parc qui se nommait Six Flags Zhenjiang, alors je sais pas si je le prononce comme il faut, donc je l'écris juste à côté, lui il a été abandonné en 2020 et en fait ça a été repris par un autre groupe qui est lui local, un groupe en Chine, qui se nomme Sunac Group et d'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai également parlé de ce groupe dans un EDB World dédié et ça se trouve en fiche. Même problème avec Six Flags Dubaï qui devait donc prendre place à Dubaï et qui a lui été abandonné à deux reprises, une première fois en 2010 et une seconde en 2019. D'ailleurs, certaines attractions qui devaient voir le jour dans ce parc ont été délocalisées et donc remises un peu à droite à gauche dans les autres parcs du groupe. Bref, c'est un gros bordel et naturellement, j'ai pensé que ce projet d'Arabie Saoudite de Six Flags Qiddiya allait subir le même sort et n'allait tout simplement jamais voir le jour. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, malgré le Covid et tout le reste, le projet tient bon et a l'air d'avancer. Le but du parc qui l'accueille est en fait d'ouvrir un centre touristique démesuré avec en activité principale un parc d'attractions lui aussi assez démesuré. Ce dernier doit ouvrir en 2023 selon ce qui a été annoncé, en tout cas au tout début, et ça arrive très vite 2023. Alors, étant donné que le projet de base, j'y crois pas à 100%, je veux pas vous mentir, l'ouverture en 2023, elle, j'y crois encore moins. Et au passage, mais le site touristique complet qui comprendra bien d'autres choses que je vais pas détailler ici, lui doit être terminé en 2030. Ça se fait en plusieurs phases avec, en 2023, l'ouverture du parc, entre autres. Mais pour ce qui est du parc, on va pas se mentir, avec tout l'argent qu'ils ont injecté dedans, et ils ont les moyens de faire avancer les choses bien plus vite que n'importe quel autre parc. Après, il ne faut pas oublier que, de toute manière, certains projets et certains développements demanderont, quoi qu'il arrive, du temps. Là, on aura beau mettre tout l'argent qu'on veut, on ne peut pas aller plus vite que les recherches, finalement. Et à ce niveau-là, j'avoue que j'ai une grosse réticence quant à l'ouverture en 2023. Après, à l'inverse de nombreux projets mégalos qui avaient en fait quasiment aucune chance de se concrétiser, en tout cas pas comme il était prévu de base, ici, ils ont des fonds qui ont l'air d'être quasiment illimités, ou en tout cas des fonds qui dépassent l'entendement pour la création d'un parc et donc vont pouvoir se permettre de faire une expérience unique avec tout l'argent qu'ils ont. Déjà, ils se payent des pointures dans le domaine, ou en tout cas des gens qui ont travaillé notamment pour la Walt Disney Company. Donc ils ont quand même un petit bagage au niveau de la gestion des parcs. Après, je sais pas si c'était la meilleure, mais en tout cas voilà, ils ont quand même des gens qui ont travaillé dans le milieu et de toute manière, ils ont fait appel à que des sociétés qui ont œuvré et qui ont, on va dire, des grandes garanties de réussite, étant donné qu'ils viennent du milieu, notamment Six Flags, même si on l'a vu, c'est pas les meilleurs pour s'exporter, ils ont quand même cette gestion des parcs. Et puis là, si on leur donne un fonds quasiment illimité, voilà, ils vont pouvoir se faire plaisir et finalement, ça va être, je pense, un Six Flags
qui n'aura rien à voir avec tous les autres Six Flags, et je crois que ça va être le plus grand d'ailleurs qui n'a jamais été construit. Le parc Qiddiya à son ouverture comportera 28 attractions, ce qui sur le papier est honnête, hein. On a des parcs en Europe et en France hein, notamment qui ont plus d'attractions, notamment Astérix entre autres, ils ont une quarantaine d'attractions si je dis pas de bêtises, donc on voit qu'ils se positionnent dans un parc qui est quand même bien, hein, parce que 28 attractions, puis vous allez voir c'est pas n'importe quelle attraction, c'est quand même honnête et c'est quand même confortable. Mais c'est pas non plus un chiffre exorbitant et déjà, je trouve que c'est bien. Tout ça me laisse à penser qu'il y a quand même une conscience de la part des dirigeants de vouloir proposer un parc raisonnable en termes d'offres, en tout cas en termes de nombre d'attractions. En gros, eux, ils n'annoncent pas 1200 attractions à leur ouverture comme a pu le faire un autre parc qui a depuis fermé, hein, évidemment. Et bon, c'est pas le sujet de cette vidéo, on en parlera dans un prochain EDB World, mais c'est pour vous montrer un petit peu la comparaison entre un projet qui était tellement démesuré qu'il n'avait aucune chance de subsister et un projet qui, là, pour le coup, sur le papier déjà avec ce seul paramètre là est envisageable en termes de durée dans le temps et même d'ouverture. Six Flags Qiddiya proposera plusieurs quartiers thématiques, donc c'est un parc à thème hein, clairement, et on voit d'après les premiers concept art que le côté mégalo qu'on ne retrouve pas dans l'offre, en tout cas dans le nombre d'attractions, on le retrouve largement dans la théma, dans l'immersion et dans le type d'attraction qui se veut quand même, voilà, des attractions toutes neuves, toutes les attractions seront créées pour le parc, la plupart seront presque uniques avec des attractions de tout type, il y aura des choses relativement normales, des sortes de family coaster hein, pour toute la famille, et des trucs un peu plus vénères dont on va parler un peu après. Mais pour le coup, selon les concept art, on voit que la folie des grandeurs intervient dans l'exécution, la théma, etc. dans le parc, et ça c'est très bien. Car plutôt que d'essayer de réaliser un parc titanesque en termes d'offres, ils vont plutôt réduire cette partie-là, mais assurer un parc qui sera fini et bien fini, avec évidemment une réalisation exceptionnelle dans ce qu'ils auront prévu. En gros, faire de la qualité et pas de la quantité, ce qui est franchement appréciable. Évidemment, il y aura des hôtels, hein, je vous rappelle que c'est pas seulement un parc, mais tout un espace touristique, donc pour de toute manière accueillir le public qui vient dans le parc ou qui vient faire les autres activités, il y aura de nombreux hôtels. J'espère sincèrement que le parc verra à jour, mais surtout qu'il le fera avec toute la qualité et tout ce qui nous a été présenté, parce que si c'est le cas, ça va être exceptionnel. Comme on sera en plein désert, car oui, le site touristique va prendre place au milieu de nulle part, en plein cagnard, il y aura évidemment un parc aquatique qui, pareil, hein, selon les premières images et ce qui a été annoncé, s'annonce vraiment propre. Avec 22 attractions pour ce parc, dont 9 qui seront uniques au monde, voilà, on se refuse de rien, quoi. Et pareil, hein, la théma, ce sera un truc de dingue. Et même si à ce stade-là de la vidéo, on n'est plus vraiment étonné, ça sera fou. Mais on peut quand même être étonné par une chose qui va prendre place dans le parc principal, hein, le parc classique, et qui se nomme Falcon Flight. Pour ceux qui sont passionnés de coaster et qui ne connaissent rien à l'attraction que je présente dans cette vidéo, enfin que je vais vous présenter dans quelques instants, sachez que la surprise va vraiment être énorme, tant c'est improbable. Au niveau caractéristique, on a une chute de 160 mètres de haut. J'ai bien dit 160 mètres, et je parle d'une chute, pas d'une hauteur d'attraction, mais une chute, c'est-à-dire du point le plus haut au point le plus bas du coaster, on a 160 mètres. Une vitesse évidemment démesurée de 250 km/h, une durée de 3 minutes, ce qui est tout simplement monstrueux avec une telle vitesse, et ce grâce à un parcours long de 4 km. Ce qui nous fait 3 records mondiaux. Le coaster le plus haut aujourd'hui, c'est King Dakar avec une chute de 127 mètres, pour une hauteur de 139 mètres, parce qu'il y a une différence, il ne va pas tout en bas. Ça, c'est une première chose. Le coaster le plus rapide, c'est Formula Rossa avec 240 km/h. Et le plus long, c'est Steel Dragon 2000, dans lequel les trains vont parcourir 2,5 km. Et alors, parenthèse, certains me diront oui, les Alpine Coasters, des espèces de petits coasters qui descendent dans un véhicule unique, un rail le long d'une montagne, peuvent atteindre des longueurs plus grandes, hein, notamment il y en a qui font 3 ou 4 km de long, mais ce sont des Alpine Coasters, on est très loin d'un vrai roller coaster qui là pour le coup en termes de physique et surtout de prix est totalement différent d'un Alpine Coaster. Donc oui, il y a des coasters qui sont plus longs parce que des Alpine Coasters sont considérés en tant que tels, mais non, ça ne rentre pas en compte dans le gigantisme d'une montagne russe qui peut accueillir 20-30 personnes par train et qui lui va parcourir des distances et des hauteurs et des choses comme ça qui vont être plus grandes mais qui vont surtout coûter beaucoup plus cher. Alors il faut quand même spécifier que ce coaster de tous les records nous a été présenté via une vidéo avec une modélisation 3D qui pour le coup était très drôle. Car totalement improbable, les vitesses avaient l'air d'être énormes, donc la vidéo était à moitié accélérée ou ralentie à certains moments. Il y avait une espèce de
de mauvaise façon sur cette vidéo. C'était une mauvaise modélisation 3D. Clairement, ça n'avait pas été fait par un constructeur, mais bien par le parc qui veut l'accueillir. Et donc, ça ressemblait plus ou moins à rien. Et on a l'impression que ça a été fait par un enfant de 10 ans devant Planet Coaster. Et encore, un enfant de 10 ans qui découvre le jeu et qui fait l'attraction la plus improbable de sa vie. Les virages tueraient n'importe quel astronaute, tellement les forces sont violentes, même dans la vidéo en 3D. Donc, bon, on se rend bien compte que dans cette modélisation-là, c'est tout simplement pas du tout réalisable en tant que tel et c'est juste pas réel. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle je n'ai pas parlé de ce coaster et de ce parc plus tôt, déjà parce que je pensais pas trop que leur ouverture, elle allait arriver un jour, et encore aujourd'hui je vous dis j'ai des petites réserves, mais surtout parce que la vidéo de présentation était tellement ridicule que oui, ça pouvait voir le jour, mais pas sous cette forme-là. Et donc ça paraissait très con, donc je n'ai tout simplement pas parlé de ça plus tôt. Sauf que je dois admettre que le parc est actuellement en construction, et tout le site touristique, plus ou moins, donc ça c'est une première chose. D'après les infos que j'ai, c'est en bonne voie. Et surtout, Intamin serait en train de bosser sur le coaster. Car oui, c'est Intamin qui a été annoncé comme étant le constructeur de cette attraction. Et bon, étant donné que c'est déjà le constructeur de tous les records, parce que c'est eux qui ont fait, entre autres, King Daka et Formula Rossa, sans parler de tous les autres coasters qui détiennent la plupart des records dans le monde des parcs. Donc pour le coup, ce sont les mieux placés pour réaliser cette machine. Mais alors, comment va évoluer le coaster au milieu du parc? En fait, il faut comprendre qu'autour du parc, il y a une espèce de falaise gigantesque, tout est gigantesque là-bas de toute façon, et qui en fait surplombe pas le parc, mais l'épouse un petit peu, et du coup ils vont se servir de cette falaise comme de support pour le coaster. Il débutera au sol, donc au niveau du parc, montera jusqu'à une certaine hauteur que je ne connais pas, va faire la chute, la première chute, et atteindre les 150 km/h. Jusque là c'est entre guillemets raisonnable, parce que d'autres montagnes russes font pareil. Il va enchaîner les bosses et les figures jusqu'à atteindre un second lift qui lui a l'air d'être propulsé, dans la mesure où vu les vitesses annoncées sur l'animation, c'est pas juste une chaîne qui va faire monter le train, mais bien un système de propulsion magnétique, j'imagine. Et pour ceux qui seraient intéressés par le sujet des lifts, je vous mets une vidéo en fiche parce que j'ai déjà traité le sujet. À ce moment-là, il fera une sorte de révérence au sommet de la falaise en tombant à moitié vers le parc, ce que je trouve juste fabuleux. Pour moi, c'est l'effet principal de l'attraction, et sur le papier, c'est vraiment magnifique. Et à ce moment-là, je sais pas à quelle hauteur il sera, mais on peut estimer entre 100 et 160 mètres, j'imagine, étant donné qu'après, il va faire la chute, qui est censé faire 160 mètres. Ce qu'il effectuera en tombant dans la roche, c'est-à-dire qu'il va donc chuter, mais au lieu de chuter de la falaise vers le sol, ils vont faire un trou dans la roche, ils vont creuser un tunnel et ils vont faire chuter le coaster dedans, ce qui est assez exceptionnel aussi, parce que voir déjà le tunnel se rapprocher à cette vitesse et à cette hauteur, pas ouf, visuellement ça va être un truc de dingue, mais surtout en fait avoir le tunnel qui bombarde autour, et on va prendre en vitesse parce qu'on sera en chute, que la chute va être très longue et qu'elle a l'air également d'être propulsée, ça j'en ai aucune certitude, mais pour atteindre 250 km/h, j'imagine qu'elle sera propulsée, parce que 160 mètres, j'ai des doutes quant à la capacité à atteindre 250 km/h avec cette vitesse. Je me trompe peut-être que c'est équivalent, j'en sais rien. Mais en tout cas voilà, je pense que la chute sera un poil propulsée, mais dans tous les cas ça va être juste insane de chuter dans la roche comme ça pour atteindre le sol finalement. Après on aura d'autres bosses et d'autres figures, des bosses assez hautes quand même, parce qu'il faut encaisser la vitesse du train. Mais surtout on aura donc une inversion, ce qui en fait un coaster très complet finalement. Alors quelles sont les contraintes, me direz-vous? Déjà c'est réussir à faire un coaster fiable, parce que oui, vu les records qu'il est censé battre, ça va être compliqué de le rendre viable, étant donné qu'on n'a jamais fait ça avant. Même si à ce niveau-là, Intamin est largement en avance, avec d'un côté Formula Rossa qui atteint les 240 km/h comme je vous l'ai dit, et donc ils ont l'habitude de cette technologie, de designer les trains qui vont résister à cette vitesse, des rails pareil, avec évidemment tout un système au niveau des virages et des bosses qui vont être calculés en fonction de la vitesse, donc ça, ils ont déjà une longueur d'avance là-dessus. Et de même, on a pour les coasters les plus hauts, donc King Daka et Top Thrill Dragster, deux attractions qui montent à plus de 100-110 mètres. Et donc là, forcément, ils ont cette longueur d'avance parce qu'ils savent comment les faire, même si pour ces deux attractions que j'ai citées, on a des top hats, c'est-à-dire qu'on a donc on monte à la verticale, on fait une bosse au-dessus et on chute à la verticale. Sur Falcon Flight, c'est pas censé être comme ça. On a quand même des bosses classiques qui d'ordinaire font 50-70 mètres sur des méga coasters. Là, étant donné que la base c'est 160 mètres, s'ils ne freinent pas le coaster, ils vont devoir faire des bosses de 100-120 mètres. Ça va être énorme avec des airtime monstrueux au-dessus, j'espère. Donc non, pour le coup, ils vont quand même devoir calculer tout ça. C'est une autre dimension de coaster. On passe une étape largement. On n'est plus déjà King Daka, c'est un truc déjà énorme qu'on n'a pas battu depuis des années. Là, c'est vraiment un level au-dessus encore. Intamin a l'air d'y croire, donc tant mieux, c'est déjà un bon point. Mais ils vont devoir taffer, je pense, énormément,
parce que en dehors de ça, les contraintes vont être juste énormes. Ensuite, on a une contrainte simple, la taille du coaster, que ce soit par sa longueur, mais aussi sa hauteur, comme j'en ai parlé. Dans la mesure où il va falloir évidemment ériger des bosses énormes, il va falloir penser des supports équivalents à cette hauteur, donc des supports énormes, super gros, qui vont devoir s'étendre très largement autour du coaster, ce qui forcément est à prendre en compte. Les forces vont être totalement différentes, il y a le vent, parce qu'à cette hauteur là forcément il y a beaucoup de vent, j'imagine. Enfin bref, après la région je sais pas, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à prendre en compte, encore plus que sur n'importe quel autre coaster, et ça c'est un vrai défi pour le parc, parce que, en tout cas pour le constructeur, de réaliser une attraction de cette envergure là, et vraiment on n'est plus du tout sur les mêmes caractéristiques que ce qu'on a, imaginons en Europe avec Conda, The Ride to Happiness ou autres coasters qui déjà techniquement sont vraiment poussés. Et pour finir, on a les contraintes techniques pures sur le système électronique et système mécanique qui va créer ce coaster, dans la mesure où les freins, il va falloir penser à des freins magnétiques, je l'espère, mais surtout qui vont être refroidis, parce que quand le train va bombarder à 100 km/h dedans, il va falloir que y ait un petit refroidissement quelque part, parce que sinon ça va vraiment faire des chaleurs énormes. Pareil au niveau de la propulsion, si c'est dans la montée, si c'est au niveau, je sais pas à quel autre endroit, mais il faudra, si propulsion il y a, penser à refroidir tout ce système-là, et même les systèmes de propulsion, ils ont l'habitude Intamin, mais là ça va encore être avec des contraintes de dingue, parce que les vitesses atteintes vont être dingues elles-mêmes. Donc là c'est une autre chose, comme je vous ai dit, les systèmes de frein, il va falloir les penser vraiment en amont, et puis les trains, même si sur Formula Rossa ils ont cette capacité à l'avoir déjà fait et savoir comment faire des trains qui résistent à cette vitesse, il ne faut pas oublier qu'il y a le vent, donc il va falloir penser peut-être à un système pour couvrir les passagers avec je sais pas, des espèces de vitres de pare-brise quoi. Il y aura plein de choses à prendre en compte. Refroidir les roues, c'est hyper important, parce que les roues à cette vitesse et durant aussi longtemps, forcément elles vont chauffer, ce qui va dégrader énormément les roues. Donc si elles sont à changer tous les jours, ils le sauront, au moins le parc le saura. Le seul problème, c'est que si elles sont à changer trop régulièrement, elles peuvent claquer sur le parcours. Et là, je veux pas être dans le train à ce moment-là, même si c'est pas grave, ça va faire de sacrées étincelles et ça va faire très peur. Et de toute manière, c'est pas ce qu'on veut. Donc, il va falloir penser à ça aussi, refroidir les roues. Mais comment refroidir les roues alors que le coaster, il bombarde quasiment pendant 3 minutes, à part au sommet. Donc, il va falloir trouver des systèmes pour le faire au bon endroit, sachant que le parc est dans un désert, encore une fois. Donc, il y a tout ça à prendre en compte. Il y a le sable. Vraiment, ça va être un casse-tête. Et non, là, pour le coup, ce coaster-là, s'ils arrivent à l'aboutir et s'ils arrivent à faire en sorte qu'il fonctionne, ce sera un très très grand pari. Ce sera un pari tout simplement réussi de la part d'Intamin. Même si j'ai de gros doutes, non pas parce que c'est Intamin forcément, mais parce que c'est une attraction qui dépasse n'importe quel entendement. Donc là, pour le coup, ça va être un sacré défi à relever. Le prix, quant à lui, on ne le connaît pas, et je pense que personne ne le connaît, même Intamin ne le sait pas à l'heure actuelle, le prix qu'il va falloir mettre dans le coaster, parce que déjà dans le développement ça va être énorme, mais aussi dans la réalisation, la construction, construire un coaster de 160 mètres, mais creuser dans la roche, ça va dépasser, je pense, le budget de n'importe quel coaster au monde, même les plus chers. Sans parler de Théma, juste réussir à poser ce coaster à cet endroit-là, et une fois qu'il sera fini, sans aucun décor, sans rien, juste le trou dans le tunnel et l'attraction, déjà le prix sera juste énorme et explosera largement le budget de plein de parcs qui ont juste ouvert avec un certain budget. Là, l'attraction coûtera plus cher que ça. Je sais pas si c'est très clair, mais en gros, ça coûtera plus cher que le développement d'un parc. Comme je vous l'ai dit, le parc a l'air d'avoir commencé à être construit, en tout cas tout ce qui est site touristique. Le coaster, visiblement Intamin travaille dessus, mais je sais pas s'il travaille au développement ou à la réalisation pure, c'est-à-dire à créer les rails déjà, ce qui serait quand même un bel exploit, parce que ça veut dire qu'ils sont arrivés à bout du développement, ce qui est quand même pas mal. Donc on verra, je ne sais pas où ils en sont exactement, mais pour une ouverture en 2023, ils ont intérêt à s'être déjà attaqués au rail, sinon ce sera repoussé, et c'est ce que je pense pour l'instant. Mais à côté de ça, on a quand même Six Flags, qui sur leur site internet parle de Six Flags Qiddiya, il y a toujours la présentation, donc c'est que c'est toujours d'actualité. Et sur le site de la région où doit prendre place le parc, mais même sur le site, sur les réseaux sociaux de cet espace touristique Qiddiya, en fait, ils sont très actifs. Donc j'imagine que le projet est toujours en cours, c'est pas juste on a une page avec je sais pas moi, une date qui arrive avec un compteur, comme il y a eu pour beaucoup de créations de parcs qui n'ont jamais vu le jour, en disant regardez, ça ouvre dans 3 ans, alors que non. Là pour le coup ils sont juste actifs, donc c'est une très bonne chose, et ça augure finalement une ouverture potentielle, en tout cas un jour, peut-être pas en 2023, mais un jour. Vous l'avez vu, j'ai tout de même une petite réserve encore sur la réalisation de ce parc dans les temps, parce que je pense que pour le coup il va voir le jour. Après, pour la réalisation de Falcon's Flight, là pour le coup,
On verra, mais j'espère que ça arrivera un jour, en tout cas comme ils l'ont annoncé, avec les caractéristiques qu'ils l'ont annoncé et l'évolution dans le parc qu'ils ont prévu. Parce que là, pour le coup, ce sera juste un truc de dingue et je rêve de poser mes fesses dans un coaster aussi fou, juste une fois, juste pour tester, juste pour voir ce que ça fait, un coaster qui dépasse l'imagination, qui dépasse l'entendement, ça doit être dingue. Visiblement dans le parc, bon, ils auront d'autres attractions, notamment la plus haute tour de chute du monde, j'ai vu passer ça, je sais pas si c'est vrai, mais ça m'étonnerait pas finalement. Et puis d'autres attractions plus calmes, plus familiales, mais qui, enfin d'autres montagnes russes, mais qui pour le coup seraient elles aussi un peu sympas, il y aurait des petits trucs à droite à gauche, on en parlera le moment venu, là c'était vraiment le sujet Falcon Flight et finalement le parc. D'ici 2030, le site touristique au complet pense accueillir, en tout cas souhaite accueillir 17 millions de visiteurs annuels, ce qui est titanesque, même pour un projet de cette envergure, parce que c'est dans pas si longtemps que ça, 2030, et bon, c'est pas impossible, mais pareil, j'ai mis des réserves parce que il faut que le public se déplace. 17 millions, même s'ils ont une réserve assez grande de public autour du parc, il faudra qu'il y ait des gens, finalement des étrangers qui viennent, notamment des Européens, ça peut être pas mal, qui pour le coup augmentent cette capacité, enfin en tout cas cette fréquentation annuelle, ce qui est important parce que faut que le parc il tourne, donc si c'est leur base, je sais pas si c'est possible ou non. En tout cas, si le domaine touristique est monstrueux et qu'on peut, je sais pas moi, passer une semaine là-dedans en faisant parc aquatique, parc d'attractions, golf et d'autres trucs à droite à gauche qu'il y aura, visite dans le désert, plein de trucs, c'est pas impossible qu'ils y arrivent, on verra. Après le prix, pareil, si ça devient trop luxe, trop luxueux et donc trop cher, il y a un public qui ne pourra pas y accéder. Donc c'est vrai qu'il y a plein de choses à penser comme ça, mais si c'est bien foutu, pourquoi pas y passer une semaine, voir ce que ça donne, puis tester ce parc évidemment, parce que bon, c'est un peu pour ça, si un jour on y va, ce sera clairement pour ça. Voilà, c'était à présent la fin de cette vidéo, merci d'avoir regardé jusqu'au bout, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode, soit un EDB World, soit une vidéo dans un parc. D'ici là, soyez enthousiastes, salut!